Alors, on sait que le gouvernement cherche à récupérer 2 milliards d'euros de recettes fiscales en ciblant les Français qui ont des revenus élevés et, il faut essayer lié ou pas, qui ont un taux d'imposition inférieur à 20% sur l'impôt sur le revenu. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de la FCE. C'est une question qu'on s'est tous posée, en tout cas moi je me la suis posée. Comment quelqu'un qui gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par an peut payer moins de 20% d'impôts de manière totalement légale? On se dit que c'est pas possible. L'impôt sur le revenu est progressif, il y a les tranches marginales. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une première façon de faire. Mais vous allez voir quand même, il y a un élément de discussion. Mais une première façon de faire, c'est d'avoir des revenus qui sont surtout des revenus du capital et de bénéficier du prélèvement forfaitaire unique. C'est la faute du PFU d'Emmanuel Macron. Ou du PFU, comme on dit d'ailleurs. Oui. Prélèvement forfaitaire unique, PFU. Voilà, PFU. Flat tax à 30%, dont 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, donc on a additionné les deux prélèvements. On paye bien 30. Hein. Donc on paye 30, mais au titre de l'impôt sur le revenu, on ne pèse que 12,8. Donc, des personnes, imaginez par exemple un entrepreneur qui n'est pas milliardaire. Hein. Qui n'est pas milliardaire, il faut le dire. Qui est actionnaire très majoritaire de son entreprise et qui, au lieu de se rémunérer uniquement sous forme de salaire, se rémunère pour partie sous forme de salaire. Il paye des cotisations sociales, il paye l'impôt sur le revenu, comme vous et moi. Il est peut-être dans une tranche plutôt élevée parce qu'il a un revenu conséquent, mais bon, voilà, là-dessus, il paye comme tout le monde l'impôt sur le revenu. Et puis, il y a une partie de sa rémunération qui vient de dividendes. De sa propre entreprise. De sa propre entreprise. Et donc là, on pourrait dire, ah, mais ces dividendes, ils vont être taxés au PFU, et donc 12,8% d'impôt sur le revenu, ce qui est inférieur à 20%, et donc il faudrait le surtaxer. Alors, il y a quand même une petite nuance à apporter. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés parce que Bercy parle de 24 000 foyers. On se dit, ouais, c'est des super riches, mais non, c'est pas nécessairement, ça peut être des entrepreneurs, des avocats, des experts comptables, je sais pas, ça peut être des... C'est ça, on est très très loin des milliardaires. Non mais c'est ça. Hein. On est même assez loin des millionnaires. Mais voilà, donc c'est des gens qui ont un niveau de vie très élevé, mais sans être pour autant multimillionnaires, on va dire. Alors, il y a quand même une petite question qui se pose, hein, c'est que ces dividendes qui sont perçus sous forme de revenus, et donc qui ne sont taxés au titre de l'impôt sur le revenu, 12,8. pour le PFU 12,8, ont quand même été soumis à l'impôt sur les sociétés. C'est juste, ça, au 25%. Oui, c'est juste. Et donc... par rapport à des revenus que vous versez sous forme de salaire, c'est juste, il y a déjà 25. Hein. Il y a déjà 25 d'impôts sur les sociétés. Donc, il va être. Alors, il y a un principe important en fiscalité qui est d'éviter la double taxation. Or, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu ont un peu le même statut. Et donc, il va être compliqué d'expliquer. D'expliquer à qui? Au Conseil constitutionnel. Pour vous, ça serait inconstitutionnel comme ça peut se discuter. Alors, quand c'était une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Qui date de 2012, donc l'exceptionnel a duré déjà 12 ans. Voilà, on pouvait encore, et tant que c'était... Il faut rappeler, c'est 3 ou 4% au-delà de 250 000 euros de revenus par an ou de 500 000 euros. C'était 4% sur le revenu. On pouvait imaginer que ça pouvait passer, mais là, en voulant le rendre permanent et en augmentant le taux, on va déjà induire ce problème constitutionnel. Ensuite, on va aussi induire un autre problème qui est que peut-être que ces gens, au lieu de se verser des dividendes, vont choisir d'autres formes d'optimisation fiscale qui sont possibles, dont une qui est la fameuse extinction de la plus-value à la mort. C'est quoi ça? Et donc, ça consiste à, au lieu de se verser des dividendes, de les capitaliser dans l'entreprise, ce qui en augmente la valeur, et donc augmente la valeur de votre patrimoine, sans pour autant générer des flux de revenus qui seraient soumis à taxation. Mais alors, vous allez me dire, oui, mais un jour, cette augmentation de valeur du patrimoine, il va bien falloir payer des impôts dessus. C'est là qu'intervient l'extinction de la plus-value à la mort. C'est que si la réalisation de la plus-value se fait après votre mort, à ce moment-là, elle ne sera jamais taxée. Et donc, au lieu d'avoir un flux de dividendes que vous utilisez, il suffit de garder ces actions, et quand vous les transmettez à vos ayants droit, à ce moment-là, vous éteignez la plus-value. Oui, mais il y a les droits de succession. Alors, il y a les droits de succession, mais il y aura de toute façon des droits de succession. D'accord? Sauf que là, vous aurez échappé à la taxation des dividendes et des plus-values. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que en tout cas, si on modifie la fiscalité de façon importante sur ces revenus-là,
on va provoquer des réactions dans le comportement des contribuables. Et donc ça ne rapportera pas et on ne sait pas très bien 2 milliards d'euros. On ne sait pas très bien combien ça va rapporter, et il est probable que ça rapporte beaucoup moins comme souvent. Que ces 2 milliards d'euros. On est sur des catégories de gens qui sont relativement peu nombreux, 26 000 foyers. Ça représente en moyenne pour chacun de ces foyers potentiellement quelque chose qui est de l'ordre de presque 100 000 euros d'impôts en plus. Ouais, donc, vous imaginez qu'il y a moyen de réfléchir et de payer un certain nombre de conseils pour arriver à... Moi, je pensais qu'on parlait sur ces foyers-là qui payent moins de 20% d'impôt sur le revenu, je pensais qu'on parlait des millionnaires, des milliardaires. Non, c'est pas eux qui sont visés. Non, parce que... Est-ce qu'on ne tape pas à côté, là, pardon? Ah ben si, complètement. Parce que ça a été, par exemple, dit par la France Insoumise pour justifier cette taxation, il y aurait des contribuables qui paieraient moins de 2% d'impôt sur leurs revenus. Or, en fait... C'est qui ceux-là? Ça existe, mais ça, ce sont les très riches qui, en fait, n'ont pas de revenus fiscal du tout. Et alors, s'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas d'impôt en même temps. Alors, ils n'ont pas de revenus, donc ils ne payent pas d'impôt. Et donc, c'est comme ça que... Et comment ils vivent alors? Alors, comment ils vivent? Parce que quand vous avez un patrimoine très important, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller voir une banque et lui dire « J'amène en collatéral des actions de mon portefeuille d'actions. » Et vous me prêtez? Et vous me prêtez de l'argent, jusqu'à ma mort. J'utilise cet argent, donc ça c'est un prêt. Et il n'y a pas d'impôt là-dessus? Il n'y a pas de revenu, parce qu'un prêt n'est pas un revenu. Non. D'accord. Ça se saurait. Et à votre mort, la banque va disposer du collatéral pour rembourser l'emprunt que vous n'avez pas remboursé. Ça, c'est totalement légal. C'est totalement légal. Mais ça pose des questions, effectivement, sur... Et donc, du coup, dans ce cas-là, vous n'avez pas de revenu fiscal. Et comme vous n'avez pas de revenu fiscal, si on regarde... Qu'est-ce qu'on fait là pour ces gens-là? Plutôt d'aller chercher des noises chez des experts comptables, des avocats, des dentistes ou des gens qui ont monté une boîte qui marche bien? On fait rien du tout. Alors, ces gens-là, on parle de quelques centaines de foyers, peut-être même moins, fiscaux en France. Donc, c'est vraiment très réduit. C'est du coup un rendement fiscal qui n'est pas très important, parce que même s'il y a quelques centaines de millions à aller chercher, c'est en fait sur très peu de gens. Et par ailleurs, là, pour le coup, les moyens d'optimisation fiscale sont considérables. Et en particulier, ces patrimoines peuvent être déplacés dans un autre pays avec une fiscalité plus avantageuse. Comment on fait pour récupérer des sous si tout le monde doit participer, notamment ceux qui gagnent le plus, qui sont millionnaires ou milliardaires? Est-ce qu'il y a de l'argent à récupérer? C'est une très bonne question, mais en fait, on se heurte aujourd'hui à toutes les possibilités d'optimisation fiscale qui sont ouvertes par le fait que la France a des accords de coopération fiscale avec tous les pays, des accords qui sont signés, qu'il faudrait dénoncer et renégocier. En fait, pour arriver à taxer correctement les plus riches, il faut une fiscalité qui soit sur des territoires très grands. Non, mais ça, c'est pas possible. À minima l'Europe. Ouais. C'est possible, hein. Ouais, Il y a beaucoup de choses qui ont été avancées là-dessus, mais c'est évidemment très compliqué et très long. Mais quand on essaye d'aller taxer les 75 foyers fiscaux les plus riches... on pense à tous à eux. Hein. Voilà, si on pense tous à eux, très bien, je veux dire... on n'a pas les moyens. C'est juridiquement compliqué. Exactement, on n'a pas les moyens juridiques pour le faire. Et les possibilités d'évasion fiscale sont très grandes, y compris par l'optimisation. Optimisation, pas évasion. Non, c'est de l'optimisation au sens où c'est pas illégal. C'est pas illégal. Et voilà, donc c'est pas de l'évasion. Donc c'est pas de l'évasion, d'optimisation fiscale. Alors on peut parler d'optimisation fiscale agressive. Oui. Ça, c'est un concept qui a été introduit par l'OCDE justement pour traiter de ce genre de questions. Mais le respect de la loi dans un état de droit est quand même extrêmement important. Et donc, dans l'état actuel du droit, et du fait que le droit il s'exerce sur une souveraineté, en particulier le droit fiscal, sur une base nationale, ça rend très difficile de bouger là-dessus. Sachant que, vous voyez, on a vraiment tout un tas d'accords de coopération fiscale, de conventions fiscales avec beaucoup de pays, avec tous les pays qui nous entourent. Et donc, modifier la fiscalité internationale pour la France, ça veut dire renégocier toutes ces conventions fiscales. Ce qui est un travail considérable et qui peut avoir des coûts induits qui sont aussi très grands, parce que peut-être que dans la renégociation de ces conventions fiscales, on va être amené à devoir faire un certain nombre de concessions. Donc, on n'a pas très envie de bouger pour un rendement fiscal qui est un peu... Évidemment. Qui est un peu... Après, le débat de fond, on finira là-dessus, mais c'est le débat de fond. Certains disent les riches, les plus aisés ne participent pas assez à l'effort collectif. Après, moi j'ai retrouvé ce chiffre. Les 1% les plus riches en France, en termes de revenus, pas de patrimoine, règlent 32% de l'impôt sur le revenu, donc 32 milliards.
difficile de dire que les riches ne contribuent pas à l'impôt sur le revenu en France. Hein. Non, non, tout à fait. Mais là, quand on parle de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, on parle non pas des 1% les plus riches, mais des 0,1% les plus riches. Mais les 0,1, j'ai plus le chiffre en tête, mais ils contribuent aussi pas mal. Ils contribuent aussi pas mal. Hein, c'est pas... voilà. Et après, on rentre dans des nombres de foyers qui sont vraiment très très faibles. On passe d'une 30... Mais si on veut chercher à faire contribuer plus les 0,01% ou 0,001%, quelque part, on n'est pas sûr que ça rapportera beaucoup parce qu'il faut mettre des moyens en face. Et puis, ces gens-là sont conseillés, donc vont optimiser. Sans pour autant, parfois ne restant pas en France ou autre chose. Donc, quelque part... Donc, on parle pour rien, en fait. Hein, c'est ça le truc, en fait, cette vidéo. On a pas mal de marge de manœuvre autour des 1% jusqu'au 0,1%. Mais l'1% contribue déjà pas mal, les 1%. Oui, au-delà des 0,1%, ça devient compliqué. Quand on entre dans les 0,01%, oui, vous avez raison. C'est pas tellement le fait qu'ils soient conseillés, parce que les contribuables, ils sont conseillés à partir du 1%. Mais c'est qu'en plus, voilà, ils bénéficient de cet émiettement juridique de la fiscalité dans le monde aujourd'hui. Et que si on veut uniformiser la fiscalité dans le monde, ça a un coût. Hein, c'est-à-dire que ça veut dire aussi qu'il y a tout un tas de choses que vous taxez que vous ne pourrez pas taxer puisque c'est uniformisé. Donc il y a un pas en avant qu'on n'a pas voulu faire jusqu'à maintenant, qu'on pourrait faire au niveau européen par exemple. Mais ça voudrait dire qu'on va mettre en place une fiscalité pour les plus riches européenne, qui ne sera pas décidée par le Parlement français. Et le jour où on veut l'augmenter, on ne pourra pas, parce qu'elle sera européenne. Donc voilà, peut-être qu'on peut résoudre ce problème comme ça, mais ça voudra dire accepter que la décision, elle est plus prise au niveau national. Une perte de souveraineté. En tout cas, c'est une souveraineté qui serait partagée. Il faut accepter ce que ça veut dire partager. Et partager, ça a des conséquences. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Aujourd'hui, on préfère parfois, de façon un peu maladroite, avoir une souveraineté qu'on pense pleine, mais mitée, dans un panier percé dans lequel on n'arrive pas à retenir les choses. Mais on a la main. Mais on pense qu'on a la main. Alors peut-être que ça vaudrait le coup d'avoir un peu moins la main dans un panier qui est beaucoup moins percé et qu'on se rendrait compte qu'on arrive à éteindre ça. Mais c'est vrai pour la fiscalité des très riches, c'est vrai pour la fiscalité des grandes entreprises. Voilà, il y a un pas qu'on n'a pas franchi là-dessus, qu'on n'est pas encore prêt à franchir, je pense, mais qui est le pas essentiel si on veut arriver à avoir quelque chose d'efficace. Mais ça voudra dire qu'on ne pourra pas mettre des taux à 99%. Non. Parce que si vous le mettez au niveau européen, ça sera fait avec des garanties assez fortes sur le fait que ça ne dépassera pas peut-être 20%, 30%. Donc voilà, on a baissé l'impôt sur les sociétés au nom de ce genre de principe pour l'uniformisation à 25%. Allez, merci beaucoup. Explication et point de vue signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.